Parce que même si ça a été un parcours du combattant et qu'il y en a beaucoup qui sont morts autour de moi, hein, donc c'est une vraie guerre, moi j'ai survécu et la place où j'en suis maintenant, je l'échangerai pas contre une autre place où j'aurais eu mon diagnostic à 5 ans ou à 10 ans ou à 15 ans. Bonjour Sylvain. Bonjour Pascal. Alors je te remercie d'avoir accepté cet échange. Ça fait un petit temps en fait que j'essaie de te joindre pour tout dire, puisque je t'ai découvert dans un premier temps sur une autre chaîne YouTube 1%. Et j'avais trouvé véritablement ton parcours de vie extrêmement intéressant, parce que je trouve que tu expliquais extrêmement bien finalement ce que tu avais traversé, que tu avais quelque part aussi l'audace de dire les choses telles qu'elles étaient, et c'était pas forcément évident avant finalement de comprendre quelque part pourquoi, en partie en tout cas, tu avais vécu ce que tu avais vécu, sans comprendre réellement les raisons profondes. Alors en fait, tu es un homme autiste. Je vais te présenter brièvement. Tu es devenu coach, père aidant et formateur spécialisé dans l'accompagnement de personnes autistes, notamment en Suisse romande. Tu es aussi père de famille et tu t'appuies explicitement sur ton vécu d'autiste et son diagnostic donc associé de TDA aussi pour comprendre de l'intérieur les difficultés des personnes que tu accompagnes. Alors, je le disais, ton parcours de vie est pour moi extrêmement intéressant et je pense qu'il parlerait également à d'autres personnes. Et j'avais envie, et je t'avais proposé de faire cet échange en deux ou trois parties. La première partie, en fait, c'est précisément qui tu es, qu'est-ce que tu as vécu, dans quelle famille tu as grandi, finalement quel enfant tu as été et comment tu t'es comporté, sans savoir précisément dans un premier temps que tu étais autiste. Parce que je pense que le fait de le savoir à un moment donné, ça peut évidemment foncièrement changer la donne. Donc je te laisse te présenter, j'ai envie de dire, Sylvain, l'enfant que tu as été, dans quelle famille tu as grandi. Oui, merci tout d'abord Pascal de me recevoir dans l'émission de ta chaîne YouTube. Et puis merci aussi de t'impliquer pour parler autour de l'autisme, pour faire de la sensibilisation et donner l'occasion à des personnes de faire des témoignages. Effectivement, j'ai eu mon diagnostic assez tard, passé 40 ans. Donc, j'ai fait la plus grande partie de ma vie sans ce diagnostic. Euh, et dès le départ, moi, j'ai senti qu'il y avait une différence. Voilà. Et j'ai cherché autour de moi des explications à cette différence, mais vu que j'étais tout petit et puis que de toute façon à l'époque la neurodiversité c'était pas quelque chose qu'il y avait dans les conversations, j'ai cherché des explications ailleurs, que ça soit par rapport, je sais pas, à mon éducation, ma culture, mes goûts, mais surtout je comprenais pas que les autres ne soient pas comme moi. C'était pas tant la différence dans pourquoi je suis pas comme les autres. Je me disais mais pourquoi les autres sont pas aussi passionnés que moi sur les sujets qui me passionnent, pourquoi les autres n'ont pas autant d'énergie, pourquoi les autres n'expriment pas leurs émotions de manière violente comme moi je le faisais, et parfois je le fais encore. Enfin voilà, il y avait plutôt un décalage où déjà parce que j'étais enfant, puis probablement aussi à cause des symptômes du spectre de l'autisme, j'avais une difficulté à faire de la théorie de l'esprit, à me mettre dans la tête de l'autre et à me dire lui il pense comme ça. Donc finalement, je pensais que tout le monde vivait les mêmes difficultés que moi. Et puis ça, ça a perduré jusqu'à bien longtemps, hein, où je me disais, en fait, les autres personnes, la totalité de la population humaine, vit les mêmes souffrances et les mêmes difficultés que je vis au quotidien, mais eux, ils arrivent
à gérer ses difficultés et ses souffrances et à être, comment dire, fonctionnel. Voilà. C'est ça. Donc, je vais un peu accélérer, et revenir ensuite sur l'enfance. L'adolescence, cette difficulté à fonctionner comme les autres, c'est devenu pour moi un biais de confirmation. Et j'étais punk, j'étais altermondialiste, j'étais rebelle, parce que je voyais que moi, j'arrivais pas à être fonctionnel. Et le fait de pas arriver à être fonctionnel comme les autres, ça m'a ouvert des portes sur ah mais pourquoi, à quoi ça sert d'être fonctionnel. Puis je me suis aperçu qu'une grande partie de ce qu'on attend des êtres humains en Europe à notre époque, c'est d'être fonctionnel pour pouvoir servir le système, travailler, faire des enfants, payer les factures à temps, respecter les règles, etc. Et le fait de ne pas y arriver instinctivement, de pas y arriver naturellement, ça m'a ouvert des portes à un autre système de vie, à remettre tout en question finalement. À l'adolescence, j'étais très nihiliste, existentialiste, et je me disais, mais finalement, à quoi bon, à quoi ça sert de rentrer dans ce système, pourquoi l'école, quasiment toute ma famille, c'est des pédagogues, des profs, des enseignants. Donc je voyais un peu aussi les coulisses à quoi ça sert l'école, les conflits internes entre les profs, les institutions, etc., les représentants des institutions. Donc voilà, ça a été pour moi un parcours où j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Voilà. C'était vraiment ça, où dès mes 4-5 ans, je voyais qu'il y avait pas forcément une problématique, mais un décalage. Voilà, qu'il y avait un décalage où je savais déjà lire avant d'arriver à l'école, mais qu'en même temps, j'ai jamais su écrire sans faire une faute d'orthographe par mot. Donc, beaucoup d'agressivité de la part de ma famille et des enseignants qui pensaient que je faisais aucun effort parce que j'étais capable de lire 500 pages par semaine, mais incapable de reproduire quoi que ce soit au niveau de la calligraphie ou de l'orthographe, de la grammaire. Euh, très bonne mémoire pour culpabiliser les gens et ressortir ce qu'ils ont fait 2 ans avant, ce qu'ils ont dit mot pour mot, mais incapable de retenir aucune règle de l'école, aucune règle grammaticale, aucune poésie. Et récemment, j'ai fait des tests neurologiques parce que je pensais que j'avais une sorte d'Alzheimer précoce. Et en fait, non seulement j'ai une très bonne mémoire, mais j'ai une mémoire qui est peut-être meilleure que la plupart des gens qui feraient le même test. C'est ma capacité d'attention qui est tellement mauvaise ou basse que c'est pour ça que finalement la première capacité de la mémoire, la première fonction, c'est de trier, c'est d'oublier, de pas fixer l'attention sur chaque détail parce qu'on peut pas se rappeler exactement de tous les détails de ce que les gens ont dit, de comment ils étaient habillés, de qu'est-ce qu'on a mangé chaque jour. Donc la première fonction de la mémoire, c'est de trier et de nettoyer. Et moi, c'est là-dessus que ça fonctionne pas, c'est que j'ai du mal à fixer mon attention sur les choses qui sont considérées importantes par la famille, le système scolaire, le système professionnel. Et du coup, les gens pensent que je ne fais pas d'efforts ou que j'ai une très mauvaise mémoire, ce qui est évidemment pas le cas. C'est ça. Mais pour qu'on comprenne un tout petit peu, Sylvain, l'enfant que tu as été, tu peux nous expliquer éventuellement dans quel type de famille tu as grandi, si c'était une famille aimante, si tu t'es senti en sécurité, protégé. Alors, je te remercie pour cette question. Euh, de but en blanc comme ça, on n'est pas dans une session de thérapie. C'est un petit peu difficile de parler de manière précise de ces relations. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est comparer l'éducation que j'ai eue, surtout en lien avec, on va dire, les différences que j'avais par rapport à notre enfant de mon âge, avec les parents des bénéficiaires et des clients que je suis dans le cadre de mon travail de coach et de père aidant, où je vois qu'en général,
la plupart des personnes qui viennent vers moi pour faire du coaching, surtout les plus jeunes, ont des parents qui sont soutenants et que c'est souvent en partie grâce à ce soutien de la famille qu'ils ont les moyens financiers, intellectuels et aussi de motivationnels de faire le pas, d'engager un coach pour essayer d'améliorer la situation. Donc je vois que finalement l'éducation et le soutien que j'ai reçu de la part de mes parents n'est pas du tout le même que celui que j'aurais pu recevoir s'ils avaient été soutenants. Mais je vois aussi que souvent, surtout chez les plus jeunes, mais pas toujours, pas seulement, une des premières problématiques qu'on va travailler dans le coaching, ça va être la fatigue, les troubles du sommeil, parce que tout le reste va en découler, mais aussi la relation avec les parents. Voilà, surtout chez les plus jeunes, qui ont entre 15 et 25 ans, où souvent on les envoie faire du coaching, ils acceptent de faire du coaching, mais ils y voient pas trop de sens. Et quand je leur demande sur quoi tu veux travailler, qu'est-ce qu'il y a comme problématique, ils disent il n'y a pas de problème. Je dis s'il n'y a pas de problème, c'est cool, on a fini. Je te remercie, puis on ne prend pas de deuxième rendez-vous, merci, au revoir. Et puis là, en général, je les pousse un peu à réfléchir et ils disent oui, la première problématique qui va sortir, ça va être la relation avec les parents. Donc, même avec des parents soutenants, que ça soit des parents neurotypiques ou des parents TSA avec ou sans diagnostic, avoir un enfant porteur du spectre autistique, c'est pas facile. Voilà. Je dis pas que c'est pas bien. Ça peut être très très bien. Hein. Avoir des enfants, c'est quand même très porteur de. C'est une belle aventure. C'est porteur de plein de valeurs et de plein d'apprentissages. Et quand des parents ont un enfant avec un handicap visible, malvoyant, surdité, personne avec mobilité réduite, fauteuil roulant, etc. Pour les parents, c'est très très difficile. C'est déjà difficile d'être parent. L'enfance, il faut tout le temps les surveiller. Il arrive des accidents, on peut pas être là tout le temps. L'adolescence, il y a tous les problèmes de conflit, la découverte des relations sociales, amicales, amoureuses, le problème des drogues, des addictions, de l'alcool. Enfin, avoir des enfants, c'est difficile. Mais quand en plus un de ses enfants ou son enfant est porteur de handicap, là, il faut adapter tout le système, toute la famille, la scolarité. Il y a la jalousie des autres enfants qui sont pas porteurs de handicap et qui comprennent pas pourquoi il y a plus d'argent, plus d'attention qui est portée avec l'enfant qui a le handicap. Et physiquement, psychologiquement, c'est difficile. Plier le fauteuil, mettre l'enfant dans le fauteuil, le sortir de la voiture, aller au cirque, s'apercevoir qu'on peut pas rentrer dans le cirque parce qu'ils n'ont pas prévu de rampe. Voilà. Et avec un enfant qui est seulement TSA, qui a un handicap invisible, quand il n'y a pas de polyhandicap, là, pour les parents, il y a ces difficultés-là, plus la difficulté de constamment se rappeler que l'enfant, il ne le fait pas exprès, que c'est pas de sa faute, et que il faut faire la part des choses entre les fois où il fait des bêtises, où il fait exprès d'être bête, où il fait exprès de pas faire d'efforts, et toutes les autres fois où c'est le handicap porté par le syndrome qui va être le problème. Et ça, pour les parents, c'est très difficile quand ils sont au courant que leur enfant est porteur de TSA. Mais quand ils sont pas au courant, là, ça devient carrément impossible. Ce qui excuse pas totalement le comportement de mes parents. C'est peut-être une circonstance atténuante, mais c'est pas une excuse. Voilà, dans tous les cas, quand on voit qu'il y a un enfant qui est en difficulté, on va pas se poser de questions à se demander d'où vient la difficulté. On va d'abord essayer de l'aider. Et ça, c'est quelque chose que quand même je rapproche beaucoup à la manière dont j'ai été éduqué et soutenu par mes parents. C'est que tu me contrediras si je me trompe. Un enfant, quand il fait quelque chose qui est illégal, voire même quelque chose de terrible, de dramatique, il va pas être en prison. Il va pas être puni, jugé, mis en prison. Il va peut-être être dirigé vers un soutien psychiatrique, psychologique, une médication ou quoi que ce soit.
Moi, par exemple, j'ai grandi dans le sud de la France, hein, dans la région de Marseille. Il y a beaucoup de violence hein, chez les enfants et chez les adolescents. Mais je pense que jusqu'à un certain âge, c'est les parents qui vont être incriminés si vraiment si l'enfant a fait vraiment quelque chose de grave, parce que c'est eux qui sont responsables de faire quelque chose avant d'arriver à cette situation qui peut être très grave. Euh, Heureusement, dans mon parcours, ça n'en est pas arrivé là, mais j'ai vu le parcours d'autres personnes où enfants, ils ont essayé de tuer leur petit frère, etc. Bon, bah là, si les parents interviennent pas à ce moment-là, je pense que c'est la faute des parents s'il se passe quelque chose de grave par la suite. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais concrètement reprocher à mes parents qui n'avaient pas accès au diagnostic, au fait que j'étais neurologiquement différent et que ça peut être très fatigant et très difficile à assumer d'avoir un enfant qui est à la fois TSA et TDA, c'est-à-dire trouble déficit de l'attention, et hyperactif et impulsif, parce que ça maintenant c'est un nouveau diagnostic, hein, c'est le TDAHI avec impulsivité. Et HP. Parce que si en plus j'avais pas été HP, c'est-à-dire au potentiel, c'est-à-dire qu'un résultat de test de QI supérieur à la moyenne, euh, il se serait dit bon ben voilà, il est idiot, il n'arrive pas à faire ses lacets à 8 ans, il n'arrive pas à apprendre la première phrase de la poésie, même si on le menace de tous les mots de la terre. Voilà. Mais le fait que j'étais outrageusement intelligent et vif pour mon âge, et que je pouvais créer des conflits avec des adultes parce que j'arrivais à leur tenir tête très tôt, ça contredisait tout le reste des problématiques auxquelles mes parents devaient avoir à faire face. Et ça les rendait d'autant plus en colère ou voilà, toutes les dynamiques D'accord. qu'ils ont installées dans notre relation. Quoi. Ok. Non, Est-ce parce que que ça je te répond parle. à ta question? Oui, oui, parce que je te parlais évidemment, Sylvain, de l'enfance, pas par curiosité, mais parce qu'on sait évidemment que l'enfance, quelque part, elle fonde l'adulte que l'on va devenir et que de fait, si on est le cas échéant dans une famille dysfonctionnelle, outre le TSA, il peut y avoir évidemment un lourd trauma que l'on porte avec une difficulté précisément qui est liée à trouver sa place, à comment vivre, à est-ce que la vie a un sens. Donc on peut évidemment vivre avec une souffrance extrêmement forte sans comprendre l'origine de la souffrance et indépendamment du fait d'être, entre guillemets, porteur du TSA. Donc c'est pour ça évidemment que par rapport à l'enfance, je t'avais posé la question de savoir dans quelle famille tu avais grandi pour voir si éventuellement tes difficultés tu les liais plus en partie à une vie familiale compliquée. C'est vraiment intéressant l'angle que tu proposes, merci. Effectivement, malheureusement, d'avoir un diagnostic de TSA, ça exclut pas de pouvoir être porteur d'autres diagnostics qui soient par exemple des troubles psychiques. Hein. On voit que le TDA et surtout le TSA, c'est pas des troubles psychiques, des troubles qui sont une accumulation de syndromes. En théorie, à l'état de la médecine actuelle, le trouble du syndrome de l'autisme, on peut pas en guérir. C'est pas une maladie, c'est pas un trouble psychique. Euh, et par contre, c'est un trouble qui est souvent lié, malheureusement, à beaucoup de comorbidités. Donc maintenant, avant, on disait le TSA et le TDA, c'est deux diagnostics qui s'excluent mutuellement. Et maintenant, la science a fait volte-face et non seulement ils disent que ça peut être concomitant, mais que le TDA serait une comorbidité fréquente du TSA. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup de personnes qui seraient proches du diagnostic TDA ou avec un trouble de déficit de l'attention, pardon, mais qui sont pas TSA, mais que par contre, il y aurait peu de personnes TSA qui seraient pas avec un diagnostic de TDA associé. Mais ça reste un trouble. Dans les comorbidités du trouble du spectre de l'autisme, il y a les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, les troubles euh, de la digestion, de l'appétit, etc. Euh,
Et il peut y avoir aussi des troubles psychiques qui vont s'associer, comme par exemple la dépression. Moi, un de mes thérapeutes m'a dit que probablement j'étais en dépression depuis la petite enfance, ce qui n'a pas été diagnostiqué non plus, et une dépression qui a perduré à l'adolescence et à jeune adulte, etc., avec des phases plus ou moins graves, mais sur lesquelles il n'y a eu aucun diagnostic. C'était juste moi qui posais des problèmes. Et Mhm. puis, comme tu l'as noté, les stress post-traumatiques qui se sont accumulés depuis la plus tendre enfance, l'adolescence, jeune adulte, et puis finalement, maintenant, c'est le plus gros du problème avec lequel je dois faire maintenant. C'est pas mon TSA, c'est pas mon TDA, c'est plus la dépression, c'est plus les TOC, c'est plus les troubles d'addiction. Maintenant, les grosses difficultés auxquelles j'ai à faire face actuellement, c'est surtout les stress post-traumatiques. Mais voilà, moi je suis pas thérapeute, je travaille avec des thérapeutes, je forme des thérapeutes, je fais moi-même des thérapies surtout cognitivo-comportementales, parce que c'est celle que Mhm. j'ai remarqué qui fonctionnait le mieux avec moi. Euh, mais le dernier thérapeute avec lequel j'ai travaillé m'a dit que j'avais encore du travail à faire avant de pouvoir commencer à faire un travail profond sur les stress post-traumatiques, notamment peut-être avec des nouvelles stratégies qui sont proposées par les milieux médicaux maintenant. Euh, C'est un donc long oui, chemin, le, la prise en main, j'ai envie de dire, de sa propre vie, parvenir à décanter ce que l'on a vécu, parce que l'idée, évidemment, c'est pas simplement de creuser pour creuser, mais c'est évidemment creuser pour aller mieux, finalement, pour être plus en phase avec sa propre vie, plus ajustée, être capable de se faire respecter, de poser ses limites. C'est ça, évidemment, l'intérêt de toutes ces techniques, entre guillemets aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que on devienne non pas la meilleure version de soi-même, j'aime pas trop l'expression, mais qu'en tout cas on devienne véritablement en phase avec soi. je trouve que tu as utilisé un mot qui est pour moi très important, et c'est par rapport aux souffrances. Moi, quand j'aborde une session de coaching, on peut avoir, surtout lors de la première session, beaucoup d'objectifs. Euh, euh, En plus, moi, des fois, j'ai les objectifs qui sont posés par les parents, par le système scolaire, par les employeurs, par les assurances qui m'envoient les bénéficiaires. Et moi, je recadre tout de suite et je dis l'objectif principal, c'est abaisser les souffrances. Voilà. Mm. On va regarder d'où viennent les souffrances. Est-ce que c'est le rapport avec les parents, les troubles du sommeil, est-ce que c'est au travail, etc. Elles sont où les priorités de la souffrance? Est-ce que c'est physiologique, des troubles de la digestion, des inflammations? Mais voilà, vraiment, moi, mon objectif, et c'est là-dessus que j'évalue aussi si le travail que je fais il fonctionne, c'est baisser les souffrances. Voilà. Si on arrive à baisser les souffrances de la personne. Après, pour ce qui est de mon parcours personnel, par rapport à la carrière que j'ai choisi d'accompagner des personnes concernées par les différents troubles du spectre de l'autisme et du TDA, et de former les professionnels et les parents et les familles qui accompagnent ces personnes, j'ai un peu cette double ambition d'abaisser mes souffrances suffisamment pour avoir une qualité de vie agréable, mais aussi de me tenir en check pour être sûr d'avoir les capacités, le potentiel de bien faire mon travail, de pas être influencé par mes propres difficultés dans la relation que j'ai avec mes clients et mes bénéficiaires. Voilà, donc je pense que c'est quand même particulièrement important pour moi que je fasse ce travail de manière très efficace. C'est peut-être pas l'ambition de tout le monde de faire la totalité du parcours pour arriver à un équilibre et une hémostatie constante. Quoi. Voilà. Mm. Chez moi, il y a aussi peut-être une ambition professionnelle de vouloir bien faire mon travail et de rester euh, ouais, correctement, d'avoir le potentiel de pouvoir aider les gens avec qui je travaille. Et c'est peut-être un intérêt spécifique.
C'est-à-dire que tu es d'autant mieux placé quelque part pour aider l'autre que tu es passé par là et que tu es encore précisément concerné. Il y a rien tel quelque part que de vivre d'expérience pour pouvoir précisément comprendre l'autre et le comprenant, évidemment, être en mesure de l'aider de façon adaptée. Alors, effectivement, tu me vois lever le doigt parce que c'est quelque chose qui me fait un peu tiquer de pas mettre cette nuance. Effectivement, d'être passé par l'expérience, ça permet de connaître de manière intime la problématique. Euh, mais une personne peut être très bon dans sa pédagogie pour aider des personnes qui ont des problèmes d'addiction sans pour autant avoir jamais pris d'héroïne. Peut-être qu'il a eu un problème d'addiction qui était sur le travail, le sexe, etc. Donc il connaît un peu la problématique. Je dis ça parce que un des professionnels avec qui j'ai eu l'occasion de travailler lors d'une de mes formations, la formation de père aidant à Lausanne en Suisse. Donc en Suisse, c'est père praticien en santé mentale. Disait ah ben voilà, moi je suis aussi un peu père aidant parce que je suis psychologue, psychiatre et j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out, je me suis rétabli de ma dépression et donc maintenant quand j'ai des patients qui viennent et qui me parlent de leur dépression, je fais de la père aidance aussi. Et là, nous en tant que professionnels, on a tout de suite tiqué, on a dit non non c'est pas vrai. Pour pouvoir faire de la père aidance, il faut professionnaliser son rétablissement. C'est-à-dire que si le psychiatre, en plus de ses études qu'il a fait avant sa dépression, après sa dépression, il fait des études de père aidant, où il va apprendre à utiliser son savoir expérientiel pour en faire un outil professionnel, là, il peut dire qu'il est père aidant. Mais d'avoir vécu l'expérience d'être d'être un alcoolique abstinent, ça fait pas de la personne un père aidant. Pour être père aidant, il faut qu'il aille faire une formation ou au moins qu'il se forme de lui-même avec des formations en ligne ou des choses comme ça pour professionnaliser ce savoir expérientiel. D'être passé, par exemple, voilà, je vais prendre un exemple très cruel, un enfant qui a été battu par ses parents, d'avoir ce savoir expérientiel, s'il ne fait pas quelque chose s'il le professionnalise pas, ça va pas l'empêcher de taper ses enfants. Statistiquement, au contraire, il a plus de risques de faire partie de ces personnes-là. Donc, il faut vraiment pouvoir faire cette démarche pour transformer son savoir expérientiel en outil. C'est pas, il suffit pas de passer par l'expérience pour Non, on est bien d'accord. avoir voilà. Par contre, c'est vrai qu'en tant que personne, dans ses relations sociales, de savoir de quoi. Et puis, par exemple, une des choses que la professionnalisation de la pérédance va amener, c'est que avant de faire ces formations, j'accompagnais des personnes qui avaient des troubles de l'addiction et qui venaient me voir de manière totalement informelle. Je faisais ça de manière bénévole et qui me disaient bah voilà moi j'aimerais arrêter de boire, j'aimerais arrêter de consommer. Toi tu as réussi à le faire, ça fait 26 ans que tu es abstinent, aide-moi. Et moi je disais bah oui bien sûr avec plaisir. Et ça fonctionnait et ça fonctionnait jusqu'à ce que ça fonctionne plus parce que les méthodes qui ont fonctionné pour moi fonctionnent pas pour cette personne. Et là, je me suis retrouvé à court d'outils. Donc déjà, ça, c'était une grosse différence avant et après la formation, ou les formations, parce que j'ai quand même fait beaucoup de formations. Et une autre différence, c'est de penser que les outils qui fonctionnent pour moi vont obligatoirement fonctionner pour cette personne. Mais surtout, ce que ça m'a appris, c'est que les échecs, la formation de père aidant, c'est que les échecs de la personne sont pas mes échecs. Donc, si la personne rechute, alors que moi, j'ai pas rechuté, ça fait peut-être partie de son parcours vers l'abstinence. Cette personne-là, elle a besoin de rechuter plusieurs fois. Comme moi, j'ai rechuté plusieurs fois sur le tabac, puis maintenant, ça fait 12 ans que je suis abstinent du tabac et que je vais jamais rechuter. Mais avant que ça soit la bonne fois, il y a plusieurs fois où j'ai rechuté. Et du coup, voilà, je pense que le savoir expérientiel, c'est une chose, mais ça fait pas de la personne forcément un père aidant ou un bon soutien pour les personnes qui. Voilà. Désolé D'accord. pour cette digression.
Il y a un élément, Sylvain, sur lequel j'aimerais maintenant venir, c'est que on sait que le TSA, évidemment, il y a plusieurs critères pour essayer de poser un diagnostic. Et un des critères évidemment essentiels, c'est la question des relations interpersonnelles et des stéréotypies. Et donc, pour être concret et pour revenir justement quelque part à l'enfance, à l'adolescence, au fait que par définition, en tant qu'enfant, adolescent, mais tu as dû fréquenter évidemment certains types de milieux, scolaires, sportifs, éventuellement à la crèche quand tu étais plus petit. Euh, tu peux nous dire concrètement quelles ont été tes difficultés avant le cas échéant, et on le verra dans un second temps, de voir comment tu as essayé de combler entre guillemets ces difficultés, en termes d'addiction notamment. Mais dans un premier temps, quelles ont été les difficultés auxquelles tu as été confronté dans tes relations aux autres? Merci Pascal de nous rappeler que effectivement les trois critères pour le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Après, il y a l'évaluation de ces critères. Il suffit pas d'avoir des traits autistiques pour être diagnostiqué. C'est les intérêts spécifiques qui, a priori, pourraient ne pas être considérés comme un handicap, puisque ça veut dire se passionner pour certains sujets. Ça peut être plutôt positif. Mais moi, un des handicaps que ça m'a apporté quand j'étais enfant, c'est que je comprenais pas que les autres ne soient pas porteurs de la même énergie, de la même passion sur au moins les sujets qui, eux, les intéressaient. Il y avait aussi le fait que les sujets qui intéressaient la plupart des gens, comme le football, moi, m'intéressaient pas du tout. Euh, Ensuite, il y a les stéréotypies, où là, moi, ça me concerne pas trop, même si j'ai un peu tendance à répéter, à faire de la soliloquie, à répéter des fins de phrases, des collalies, pardon, à répéter les fins de phrases de mes interlocuteurs. Mais le critère le plus handicapant, finalement, pour moi, en tout cas, c'était le déficit de communication sociale. D'autant plus que, évidemment, j'ai pas de déficit de communication. Je suis un très bon communicateur. Je suis né dans le sud de la France. Les gens sont très bavards. Mes parents, ma famille, c'est des gens qui parlent beaucoup, à part mon père et mon grand-père, qui étaient muets, qui parlaient jamais, qui sont, d'après moi, évidemment, eux aussi porteurs du TSA. Mon grand-père, qui avait ce qui s'appelle une mémoire encyclopédique, donc il n'oubliait aucune information. Pour moi, c'était hyper pratique parce que j'avais déjà Wikipédia et Google avant qu'Internet existe. C'était mon grand-père. Puis moi, qui suis très curieux et qui était toujours avide d'informations, ben, il suffisait que je parle avec mon grand-père ou que je l'appelle et j'avais les réponses. Euh, et mon grand-père vivait, quand il n'était pas en train d'enseigner le grec et le latin, il vivait dans une bibliothèque et demandait le plus grand calme et le plus grand silence toute la journée autour de lui. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une filiation du TSA, mais évidemment, eux non plus n'ont pas été diagnostiqués. Euh, et durant l'enfance, dans le rapport avec mes parents, qui avaient beaucoup d'attentes par rapport au fait que j'étais HP, ils avaient beaucoup d'attentes à ce que je puisse naviguer dans les relations sociales avec autant d'aisance que je naviguais dans les relations intellectuelles, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc la maternelle, pour moi, c'était la première fois que j'ai été mis en contact avec d'autres enfants, parce que mes parents, ils m'ont isolé pendant les premières années. Et la médecine actuelle, moi je suis pas médecin, mais il y a une formation qui peut se faire en ligne gratuitement au centre universitaire de Genève, de l'hôpital de Genève, où il y a un centre international de recherche de l'autisme. Donc c'est des très bonnes formations. Euh, Maintenant, la plupart des médecins disent que le TSA serait présent dès la naissance, mais se déclencherait au niveau du déficit de communication sociale dans les premières années, dans les 3-4 premières années, par le manque d'intérêt et le manque de plaisir à avoir des relations sociales. Et que du coup, à l'âge où les autres enfants s'entraînent à avoir des relations sociales, nous, on s'entraîne sur nos intérêts spécifiques. Voilà, c'est la théorie actuelle.
Et ça, d'autant plus après 4 ans, quand on arrive à l'école, etc., mais qu'on aurait déjà ce déficit d'entraînement. Donc, ça serait pas tant un déficit de communication sociale, mais un déficit d'avoir du plaisir à avoir ces communications sociales. Et au contraire, un plaisir très grand, beaucoup de dopamine lorsqu'on est sur les intérêts spécifiques. Et du coup, bah, sur les premières années, de dépenser beaucoup d'énergie à faire de l'apprentissage sur les intérêts spécifiques et pas du tout sur les relations sociales. Et du coup, quand on arriverait à l'école, il y aurait déjà ce déficit de communication sociale qui va de manière exponentielle s'accélérer. Moins on a de plaisir, moins on va aller dans la relation sociale, plus on va aller dans le plaisir des intérêts spécifiques et s'isoler. À moins d'avoir un intérêt spécifique qui inclut les relations sociales. Il y a certains enfants TSA qui souvent, par réponse à une humiliation dans les premières années, vont devenir des très bons sportifs et créer un réseau social à travers les relations codifiées par le sport. Et ça, c'est quelque chose que je vais retrouver ensuite dans les relations professionnelles. Quand les relations sociales sont codifiées et sortent pas de ces codes, je peux apprendre les codes et avoir une relation sociale qui est satisfaisante. Ce qui n'est pas le cas quand je dois la faire de manière intuitive dans une relation amicale ou amoureuse ou à l'école dans les premières années. Euh, pour revenir au stress post-traumatique, ça de nouveau, je pense que c'est quelque chose où c'est important de faire la dissociation, par exemple entre le TSA et le TDA, mais aussi entre le TSA et le trouble du traitement sensoriel, qu'on appelle plus communément hypersensibilité sensorielle. Alors pourquoi je dis sensorielle, c'est parce qu'il y a aussi hypersensibilité émotionnelle. Et que, quand moi on me disait mais toi t'es hypersensible, bah ils avaient raison parce que je suis hypersensible émotionnellement, je réagis très vite, j'ai beaucoup de mal à garder mes émotions en check. Souvent c'est pas une émotion qui est appropriée à la réponse qu'on attend, et souvent l'intensité est pas appropriée à la réponse qu'on attend socialement non plus. Mais j'ai aussi une hypersensibilité sensorielle qui est très 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 forte. Et ça, par exemple, bah, pour revenir à ma mémoire qui est quand même exceptionnellement bonne, mais pas applicable à quelque chose de pratique, je me souviens de pratiquement toute mon enfance. Ah oui. Les gens, la plupart des gens, leurs souvenirs, ils commencent à 8 ans, à 12 ans, à 6 ans. Moi, je me souviens de toute mon enfance. C'est-à-dire que je peux rapporter des anecdotes où ma famille, quand j'étais enfant, ils me disent c'est pas possible que tu te souviennes de ça. Qui t'a raconté ça? C'est impossible que tu sois au courant de ça. Parce que personne me l'avait raconté. C'est pas des photos, c'est pas des souvenirs que j'ai construits sur des histoires que j'ai entendues ou sur des photos. Et un de mes premiers souvenirs, par exemple, je dois avoir 3 ans et demi, et mon père m'amène au cirque en retard, parce qu'il est toujours en retard. Donc d'abord, on nous refuse l'entrée. Il doit négocier de pouvoir entrer parce que ça a déjà commencé, il n'y a plus de place, et blablabla. Bla, 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 bla. Donc déjà, moi, je fais une crise parce qu'on peut pas rentrer. Pour finir, on peut rentrer, mais je vois rien parce qu'on est tout derrière, il n'y a pas de place. Donc je dois faire une crise pour qu'il me porte. Mais lui, il veut pas me porter. Finalement, je vois le spectacle et il y a un clown qui arrive avec une contrebasse. Donc, il faut faire attention. C'est une époque où on n'a pas Internet, hein, évidemment. Moi, je suis dans les années 70, donc on est à peu près autour de 75, 76, enfin 75, 76. J'ai pas la télévision non plus. Donc, je sais pas ce que c'est un clown, je sais pas ce que c'est une contrebasse. Voilà, il y a aussi ça. Et il fait exploser des pétards dans sa contrebasse. Et moi, le bruit va beaucoup me gêner. Je vais être surpris, je vais pleurer, et je vais obliger mon père à sortir. Donc, mon père va devoir sortir du cirque après avoir négocié pendant 10 minutes de pouvoir rentrer. Il va devoir sortir 5 minutes après. Il a la honte totale. Il a la honte totale que son fils, il pleure parce que le clown, il m'a fait exploser tout le monde qui se retourne et moi qui dis non, mais je veux pas rester, etc. Donc ça, c'est problématiques qui viennent de moi, mais surtout de mes parents qui se disent pas, tiens, il y a quelque chose
d'étonnant, de différent. Pourquoi mon fils réagit comme ça? Euh, et là où je pense qu'il y a aussi quelque chose pas de criminel, mais qu'on peut vraiment reprocher à mes parents à ce niveau-là, c'est de ne pas avoir inclus ces spécificités sensorielles alors que je les communiquais très fortement. Par exemple, au niveau des allergies que je fais sur les vêtements que je porte, euh, tout le monde, quand il porte de la laine et qu'il fait chaud, tout le monde a une sensation, ça pique, c'est désagréable. Voilà. Ben, moi, j'ai cette sensation-là avec tous les vêtements, même ceux qui sont en coton, mais plus ou moins. Voilà. Ceux qui sont en pur coton, ça va à peu près, mais à partir du moment où je quitte ce textile, ça va être de plus en plus désagréable. Et évidemment, quand on m'habillait avec de l'acrylique dans les années 70, des cols roulés en plastique, des pulls en laine tricotés par ma grand-mère, c'était insupportable pour moi. Donc, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, troubles de la digestion, hypersensibilité sensorielle, il n'y avait même pas besoin du TSA pour que je sois un enfant insupportable. J'étais toute la journée en souffrance. Je veux dire, constipé, pas bon sommeil, euh, des, 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 euh, des irritations cutanées, des allergies alimentaires, des troubles alimentaires, des douleurs au côlon, des inflammations chroniques, plus toutes les difficultés de relations sociales. Bah, c'est clair que moi j'étais un enfant plutôt difficile, quoi. Donc ça Ouais. aidait pas mes parents, qui avaient probablement eux aussi des diagnostics et des troubles psychiques qui n'étaient pas diagnostiqués, qui n'étaient pas médicamentés. Donc voilà, c'était une accumulation quand même de traumatismes euh, auxquels ma famille et l'environnement social répondaient par des nouveaux traumatismes, enfin par Ouais, c'est des ça. réponses traumatisantes, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais en fait, toi, tu vois, en fait, tout à l'heure, tu parlais en effet de ce sentiment, quand tu étais notamment à l'école, d'être différent des autres enfants. Euh, Moi, par exemple, je ne sais pas si ça te parle, mais ce serait intéressant d'interagir sur cet aspect-là des choses. Moi, je me souviens que quand j'étais enfant, j'étais extrêmement taiseux, extrêmement renfermé. J'avais des difficultés à dire véritablement ce que je ressentais, quelles étaient mes émotions, mes sentiments. Se mettre en colère, c'était compliqué, où il fallait vraiment que j'étouffe tellement qu'à un moment donné, ça explose. Je me souviens que j'étais extrêmement renfermé aussi en ce sens que finalement, j'avais extrêmement peu d'amis. Et quand j'en avais un quelque part, ben, on était tout le temps ensemble. Quand je devais aller à l'école, traverser la cour, j'étais souvent le regard baissé. Je marchais vite, je marchais avec une sorte d'angoisse permanente. Donc, il y a une véritable souffrance derrière tout ça. Et par définition aussi, le lien aux autres était compliqué. Et j'ai envie de dire encore plus avec le sexe opposé, c'est-à-dire avec les femmes. Je voyais évidemment mes copains ados qui draguaient, qui embrassaient les filles, qui sortaient avec, puis après quelques semaines éventuellement ils changent, etc. Moi, en fait, ce monde-là, quelque part, je le désirais, mais il me semblait complètement inaccessible. J'avais pas les codes, et donc ce qui semblait être naturel pour un garçon par rapport notamment à une fille, ou un garçon dans le cadre d'une relation amicale, moi, en fait, tout ça, en fait, me semblait extrêmement compliqué. Et donc, c'est vrai que ça générait une souffrance quelque part d'autant plus grande que finalement, je n'ai pas réellement compris d'où venait cette difficulté. Et donc, moi aussi, je me sentais finalement différent par rapport aux autres, mais sans comprendre pourquoi j'étais différent et sans finalement pouvoir en parler autour de moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'étais pas comme les autres et que du coup, il y avait quelque chose de honteux, de culpabilisant et qui me renfermait finalement davantage encore dans mon silence. Et c'est là que j'avais aussi un peu envie de comprendre justement le réel de ta vie quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, concrètement, comment tes difficultés se manifestaient, j'ai envie de dire pour le coup, de façon intérieure, le vécu intérieur. Je te remercie pour ce témoignage qui est très intéressant parce qu'il met en évidence pourquoi on appelle le syndrome de l'autisme un spectre. C'est parce que dans le même syndrome, on va avoir tout un spectre de symptômes différents. Entre ceux qui vont trop parler et ceux qui vont pas parler assez par rapport à ce qui est attendu dans la société, par exemple.
Là, tout ce que tu as décrit, c'est à l'opposé du spectre de ce que moi j'ai exprimé pendant l'enfance, peut-être moins à l'adolescence. Mais il y a aussi l'environnement qui est différent. Moi, j'ai grandi dans un environnement où si je m'étais comporté comme toi, j'aurais été désigné comme une victime et un souffre-douleur. Et dans les régions marseillaises, c'est ta vie qui est en danger dans une situation comme ça. T'es pas juste en danger de te faire taper tous les jours, t'es en danger de te faire taper suffisamment pour aller à l'hôpital. Donc, et après plus tard, ben, d'être racketté, d'être violé, etc. Donc, moi, j'ai fait très tôt très attention de bien camoufler mes difficultés et peut-être d'aller dans l'autre extrême, c'est-à-dire de devenir un peu le clown de la classe, celui qui va traverser la cour en faisant le clown parce qu'il a peur de traverser la cour, mais qu'il faut pas que ça se voit. Et ça va avoir une incidence terrible plus tard à l'adolescence, où avec l'alcool et les drogues, je vais pouvoir reprendre ce rôle et me protéger des agressions externes de mon environnement qui est très très agressif, en prenant ce rôle de celui qui est plus bourré que les autres, qui consomme plus de drogue que les autres, qui est le fourni, je vends des nuages, des choses comme ça. Voilà, donc j'ai pris un peu ce rôle qui m'a protégé parce que si j'avais pas camouflé qui j'étais, je me serais fait manger tout cru. Hein, je l'ai vu, hein, les gens qui étaient un petit peu doux, ils faisaient pas long hein, à l'école, quoi. Oui, C'était c'est très ça. difficile pour eux. Donc Ouais. voilà. Donc, moi, avec mon côté HP, sûrement, j'ai développé des stratégies inconsciemment, évidemment, qui m'ont permis de pas être dans le camp des proies, mais plutôt finalement dans le camp des prédateurs, et ensuite dans le camp de ceux qui refusent de faire partie de la chasse. Donc j'étais en marginal et j'étais ni dans les prédateurs ni dans les proies. J'étais en marge et ça c'est assez accepté par la société finalement comme le rôle que j'avais pris. Ensuite, par rapport à ce que tu as dit du décalage par rapport à la maturité de l'environnement des personnes neurotypiques, c'est-à-dire ça accompagne un diagnostic, hein, on va dire entre 94 et 98% de la population quand même. Euh, de mon expérience d'accompagner des personnes sur le spectre autistique, de TSA ou TDA, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes, je vois que ce décalage, il est quasi systématique, ce décalage en maturité sociale. Parce qu'il y a moins d'expérience, il y a moins d'intérêt, il y a moins de compréhension instinctive, ça va moins vite au niveau de l'apprentissage. Et j'ai pu voir aussi chez des parents de personnes avec autisme un effroi s'installer quand la personne arrive à 25 ans et qu'elle est toujours pas mûre, qu'elle est toujours pas autonome. Et les parents se projettent en disant mais s'il m'arrive malheur, si mon enfant ne devient pas suffisamment autonome pour quand moi je suis en maison de retraite ou mort, comment ça va se passer? Et un des professionnels avec qui je travaille, qui lui a plus de 20 ans de recul, il m'a dit en général vers 35 ans, la personne TSA devient suffisamment autonome pour pouvoir être considérée autonome par son système et par le système social et l'entourage. Euh, donc il y aurait ce décalage où moi c'est vrai, quand il m'a dit ça, ça m'a fait sourire parce que j'avais pas encore mon diagnostic, mais quand j'avais 35-36 ans, j'étais déjà papa depuis 10 ans, hein, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. Euh, d'un coup, j'ai eu l'impression de sortir de l'adolescence. La rage, les, les, les côtés matures que je retrouvais chez des adultes qui avaient 30 ans, qui étaient plus jeunes que moi et que je trouvais plus mûrs que moi, le fait que j'étais toujours dans des activités qui pouvaient correspondre à l'adolescent, à un style de vie qui pouvait correspondre à l'adolescent, vers 35-36 ans, d'un coup, je me suis dit, ah, ça y est, je sors doucement de mon adolescence et je deviens enfin un adulte. Voilà, donc ça correspond un peu à l'expérience du professionnel qui m'a communiqué cette info.
Donc, il faut pas désespérer. Euh, mais il faut aussi prendre du recul sur la situation. Que l'entourage des personnes TSA, les parents, etc., euh, s'attendent à ce qu'on devienne totalement et parfaitement autonome. Alors qu'une personne neurotypique, pour peu qu'elle arrive à payer ses factures, à garder un travail quelques années avant de se faire virer, pour peu qu'elle arrive à nettoyer son appartement correctement sans que ça devienne malsain, eh ben, si à côté de ça, elle a des lacunes et puis qu'elle s'habille pas correctement et qu'elle s'exprime pas correctement, on va dire ouais, c'est bon. Par contre, une personne qui n'a pas été autonome jusqu'à 35 ans, on s'attend à ce qu'elle soit parfaitement autonome dans tous les domaines et qu'une personne avec autisme de 40 ans qui est autonome dans tous les domaines, sauf sortir la poubelle, on va dire ouh là là, il y a un problème. Mm. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on sait que c'est possible que ce problème-là dégénère jusqu'à ce que l'appartement soit plus vivable et qu'il se fasse virer, qu'il attrape des maladies. Voilà. Donc il y a un peu cette peur que quand quelque chose va pas chez nous, ça peut prendre des proportions extrêmes. Et du coup, on nous met la pression, comme quoi on doit être autonome à 100% dans tous les domaines, ce qu'on n'attend pas d'une personne neurotypique et encore moins d'une personne porteuse de handicap. On n'attendrait pas d'une personne qui a un handicap de motricité qu'elle puisse se lever de son fauteuil roulant et marcher. Pourtant, la plupart des parents, des professeurs et des employeurs qui sont en relation avec une personne TSA, c'est ça qu'ils attendent. Ils attendent un miracle. C'est sûr. Voilà. Tu parlais, Sylvain, de l'environnement. Évidemment, l'environnement est extrêmement important et en fonction de l'environnement et aussi en fonction de la personne, même dans un même environnement, on va réagir différemment. C'est vrai que moi, j'ai quand même camouflé parce que je me sentais effectivement différent, mais j'essayais de correspondre à la norme, à ce qui était codifié finalement à l'extérieur, ce que je ressentais. Donc, j'essayais évidemment que j'ai envie de dire, colmater mes propres brèches pour finalement correspondre aux attentes des autres. J'ai l'impression qu'en ayant vécu ce décalage, justement, j'ai dû aussi quelque part fuir par rapport à qui j'étais. Et donc, moi, je pense que, tu me diras par rapport à toi, c'est important, mais moi, j'ai fui très fort, je pense, dans un monde imaginaire telle que la religion. Ça a été une sorte de porte de secours. Je n'arrive pas à vivre ici-bas, j'attends une vie meilleure dans l'au-delà. Et puis, il y a eu d'autres types de fuites. Je me souviens très bien que, alors que j'étais encore assez jeune, quand mes parents partaient, j'allais dans le bar et je commençais à vider des bouteilles d'alcool. Donc, j'avais besoin justement de m'anesthésier finalement pour cesser un petit peu de souffrir. Et même très tard, quand j'étais à l'UNIF, et que je me suis retrouvé justement loin de mes parents parce qu'on habitait à l'époque en Allemagne et l'université c'était en Belgique. Il n'y avait pas d'UNIF en Allemagne pour les Belges. Du coup, en fait, je me suis entre guillemets expatrié et là j'ai commencé à fumer très tard, de nouveau pour essayer quelque part de faire face à cette solitude et à cette souffrance. Donc, il y a cette difficulté qu'on ne comprend pas et du coup, il y a ces pis-aller qu'on essaie de mettre en place pour colmater les brèches comme on peut. Je sais pour t'avoir entendu, j'ai dit tout à l'heure que je t'avais écouté, je t'avais rencontré entre guillemets sur 1%. Tu as parlé aussi d'un parcours, j'ai envie de dire, addictif extrêmement profond. Tu parlais d'une dépression chronique tout à l'heure. C'est aussi ce que j'ai vécu. Je crois que de nouveau, quand on va hyper mal et qu'on ne comprend pas qui l'on est finalement, qu'on ne se connaît pas, on peut être dans une dépression extrêmement profonde sans en comprendre de nouveau l'origine. Et donc la dépression, on essaie aussi quelque part de la colmater, de la dépasser en buvant, en fumant, enfin toutes les façons possibles finalement qui sont assez destructrices, mais qui en même temps sont, j'ai envie de dire, souvent assez inévitables. Ouais, là, tu ouvres la boîte de Pandore, hein. Effectivement, moi, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à consommer de l'alcool, je dirais vers 4, 5, 6 ans, à vider des verres, en sachant que les conséquences allaient être que j'allais peut-être être malade, hein, puisque c'était pas la première fois. À 12 ans déjà, je me levais la nuit pour aller prendre de l'Armagnac, parce que j'habitais chez mes grands-parents dans le sud-ouest, donc on avait accès à du vin et de l'Armagnac. Les gens qui travaillaient dans les exploitations viticoles, à 12 ans, ils avaient droit à leur premier verre de vin à table
à midi avec les parents. Donc, à côté de ça, quand on était entre nous, on consommait aussi beaucoup de vin et d'alcool. À 13 ans, je prenais déjà 2 cuites par semaine, le mercredi et le samedi. Donc, effectivement. Après, tu parlais de l'environnement. Les dernières recherches scientifiques par rapport aux problèmes d'addiction euh, confirment que c'est uniquement un problème d'environnement. Avant les années 80, on disait la problématique, c'est la personne. C'est un drogué, c'est un alcoolique. C'est lui qui gère pas son rapport avec l'alcool, c'est lui qui gère pas son rapport avec la société et qui va chercher des drogues illicites. Ensuite, on a dit la personne n'est pas le problème. Le problème, c'est la substance qui est porteuse d'addiction et de problématiques. Donc, la personne est malade de son rapport avec la substance. On a dit, il a une problématique d'alcoolisme, une problématique de consommation. On disait plus une personne alcoolique, on disait une personne avec une problématique de consommation. Et maintenant, la plupart des scientifiques et des médecins et des thérapeutes, même ceux qui sont spécialisés dans le domaine, sont restés sur cette définition parce que eux-mêmes consomment de l'alcool, du tabac et des drogues sur prescription ou pas, et ça les arrange. Alors qu'en fait, maintenant, c'est scientifiquement prouvé que la problématique vient de l'environnement et que si on fournit un environnement social correct, la personne, le jour où elle est mise face à la possibilité de consommer de l'alcool ou de la drogue, va peut-être le faire, mais va le faire de manière ponctuelle, sans jamais y attacher une problématique d'addiction. Et ça, c'est très important de comprendre qu'une personne qui va à l'hôpital pour un accident de moto, à qui on va donner de la morphine ou du fentanyl, va pas ressortir dépendant de la substance. Il y a seulement, c'est beaucoup trop, 20% des personnes à qui on va donner un opioïde sous prescription à l'hôpital ou par un médecin, qui vont ensuite aller rechercher une prise de la drogue plus fréquente, plus forte, voire aller acheter des drogues illicites dans la rue pour compenser le manque des drogues sous prescription. Et ces personnes-là, c'est pas une problématique, apparemment, c'est pas une problématique génétique ou une problématique de trouble psychique, parce que maintenant, il y a beaucoup de médecins qui disent que c'est en fait un trouble obsessionnel du comportement, que l'alcoolisme et les addictions sont des TOC. En fait, il y a beaucoup de médecins maintenant qui disent ça. La science a prouvé que non. En fait, c'est des personnes qui ont des stress post-traumatiques. C'est des personnes que la société n'a pas aidées, et c'est des personnes qui n'arrivent pas à trouver d'aide dans la société, ils n'arrivent pas à trouver d'aide dans leur environnement proche, leur famille, leur réseau social. Ils n'ont pas de réseau social. Et voilà. Et c'est ces personnes-là qui, le jour où elles sont mises en contact avec une substance porteuse de risque d'addiction, c'est ces personnes-là qui vont en faire une substance où il peut y avoir un trouble de la consommation. Donc on voit que c'est pas la personne, c'est pas la substance, c'est l'environnement de la personne. Et même si la personne actuellement elle a un bon environnement, si ça n'a pas été le cas avant, elle a accumulé des stress post-traumatiques. Là, je fais que rapporter ce que j'ai compris. Moi, je suis pas un scientifique. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est ça que j'ai compris de ma relation avec les produits intoxicants, c'est que finalement, c'est ma relation avec le monde qui est pas bonne, et que si j'avais un environnement plus sain, j'arriverais mieux à gérer mes stress post-traumatiques. Il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de médecins qui m'ont proposé de la drogue, m'ont proposé des prescriptions, des antidépresseurs, des anxiolytiques, de la Ritaline, du Concerta, tout ce qui est méthamphétamine pour contrecarrer les problématiques du TDA, les somnifères, des inhibiteurs de la pompe à protons pour les problèmes d'acidité qui sont causés par les drogues qui ont été prescrites avant, des drogues pour les troubles alimentaires, des drogues pour les troubles
de l'appétit. Voilà. Et en général, j'ai refusé. Voilà. Ça m'est arrivé d'accepter pendant des courtes périodes des antidépresseurs il y a une vingtaine, quinzaine d'années, des anxiolytiques aussi de manière ponctuelle, à peu près à la même période. Mais tout ce qui est méthamphétamine, j'ai refusé parce que ça m'aide à devenir fonctionnel pour le système, mais ça m'aide pas à baisser mes souffrances et ça m'aide pas à me concentrer sur les choses sur lesquelles moi j'ai envie de me concentrer, comme la lecture ou la contemplation, la méditation, des choses comme ça. Voilà. Donc certains médecins parlent d'une automédication pour une personne qui est TDA et qui irait vers la consommation de cannabis et de cocaïne, et pour une personne TSA avec l'alcool. Parce que c'est des substances qui vont permettre d'obtenir une relation sociale équivalente de celle qu'on aurait avec une drogue sous prescription, sauf que elles sont porteuses d'effets secondaires très importants, hein, l'alcool, cannabis, la cocaïne, ça peut être porteur d'effets secondaires très néfastes. Mais on voit que maintenant, dans la nouvelle pharmacopée, il y a aussi, alors l'alcool, non, l'alcool n'a jamais fait partie d'aucun rythme chamanique dans l'histoire de l'humanité, donc c'est pas thérapeutique. Mais par contre, toutes les autres drogues illicites maintenant commencent à faire partie de la pharmacopée des drogues licites qui sont prescrites pour des troubles comme le TDA ou la dépression ou les stress post-traumatiques. Donc il faut aussi prendre ça avec du recul. De nouveau, on voit que la problématique ne se viendrait pas de la substance ou de la relation avec la substance ou de la personne, mais de l'environnement. Donc prendre, alors c'est pas quelque chose que je plébiscite, hein, et moi-même j'en ai pas pris depuis l'époque où je prenais des drogues récréatives vers 25 ans. Mais maintenant, le stress post-traumatique peut être guéri en cadre thérapeutique avec de la psilocybine, c'est-à-dire des champignons magiques, mais dans un cadre thérapeutique, c'est-à-dire avec une personne qui a déjà fait tout un suivi thérapeutique, qui est prêt à faire cette thérapie, qui ensuite va être suivi par 3 psychologues pendant 8 heures, 3 fois, et ensuite avec tout un suivi post-thérapeutique. Donc ça coûte très très cher, c'est pas encore remboursé, même si c'est légal, parce qu'il faut payer 3 psys pendant une cinquantaine d'heures. Oui, c'est Donc ça, voilà, ça s'improvise pas, il faut un cadre évidemment sécurisant et par voilà, des personnes évidemment tout à fait formées. En Suisse notamment, ça existe. tout à fait. Et puis pareil, de nouveau, il y a la possibilité, moi j'ai eu du Sativex sous prescription, c'est du THC, du CBD, donc du cannabis sous prescription. C'était une expérience horrible, j'en ai pas repris une deuxième fois, en plus que ça coûte entre 300 et 1000 euros par mois, qui sont pas remboursés. Mais voilà, on voit que finalement, ce qui est important, c'est le cadre thérapeutique qu'il va y avoir autour de la prise médicamenteuse et pas l'origine du médicament. Euh, il y a, en Suisse, il y a beaucoup, le CBD est légal, hein, je pense comme en Belgique, il y a beaucoup de médecins qui prescrivent du CBD, donc c'est pas le même que celui qu'on va trouver en kiosque. C'est pas des fleurs à fumer, hein, c'est des gélules, c'est des huiles. Eh ben, beaucoup de parents d'enfants qui ont du TSA se voient prescrire du CBD. Euh, et moi, j'ai fait des formations pour que les parents puissent faire leurs propres huiles de CBD à la maison, parce que ça coûte quand même extrêmement cher de les acheter sous prescription. Et là, de nouveau, c'est anecdotique, mais si c'est légal, c'est parce que ça a été aussi prouvé par la science. Des enfants polyhandicap, 25 ans, non verbal, bah, après la prise de l'huile de CBD en sublingual sous la langue, il dit bonjour maman. Pendant 25 ans, il a jamais dit un mot de sa vie. Donc là, de nouveau, on voit que c'est pas l'usage du cannabis qui peut être négatif chez une personne TSA ou TDA, c'est l'origine du cannabis, le dosage,
Est-ce que c'est du CBD? Est-ce que c'est du THC? Est-ce que c'est les deux mélangés avec un ratio équivalent? Enfin voilà, ça va être l'environnement, le cadre thérapeutique, la prescription, la famille soutenante. C'est pas la plante elle-même qui va être un danger ou un bénéfice pour la personne qui a porteuse d'un syndrome. C'est Donc ça. ça peut être un gros risque quand l'adolescent va voir qu'il y a un avantage à s'automédicamenter avec de l'alcool ou de la drogue, mais comme il va le faire de manière cachée, parce que c'est illégal et tabou, bah, il y a un gros risque de dérapage, bah, évidemment, vers d'autres drogues qui vont apporter aucun effet positif et que des effets négatifs, comme, je sais pas, moi, l'héroïne, les opiacés, le Hmm. crack, toutes ces choses-là. C'est ça. On parle, Sylvain, de l'environnement. Je souhaiterais quand même savoir, parce que c'est intéressant, je pense que pour toi, c'était avant ton diagnostic, mais il y a dû y avoir une prise de conscience assez importante et aussi quelque part une volonté farouche d'être capable pratiquement, je pense, du jour au lendemain, d'arrêter le tabac, l'alcool et les autres drogues plus dures. Comment tu t'y es pris, toi, personnellement, pour arrêter tout ça? On sait quand même que c'est en général très très addictif pour certaines drogues en tout cas, et que du coup s'arrêter quand par définition on a commencé parce qu'il y a une souffrance derrière, une incompréhension de qui l'on est, ça peut être extrêmement douloureux avec les rechutes aussi dont on a parlé. Comment toi tu t'y es pris? Alors, bah, pour ce qui est de l'alcool, j'avais commencé à boire à 12 ans et j'ai arrêté à 27 ans, donc j'avais déjà 15 ans de consommation quasi quotidienne, en tout cas 13 ans de consommation quotidienne. Au niveau de la quantité aussi, puisqu'il y avait la fréquence, mais il y avait aussi la quantité, plus le fait que moi j'étais plutôt amateur d'alcool fort que de bière ou de vin. Plus ensuite bah, le cannabis, le tabac, le café. J'ai commencé à boire du café et à fumer du tabac très jeune. Et ensuite bah, la cocaïne, le LSD, les champignons, toutes les drogues qui étaient finalement accessibles sur le marché à l'époque, à part l'héroïne et tout ce qui s'injecte. Pourquoi? Parce que c'était la seule drogue sur laquelle j'avais eu une sensibilisation par mes parents qui étaient des farouches communistes, socialistes, anarchistes. Donc chez nous, on n'avait pas la religion. Donc moi, le monde imaginaire dans lequel je me suis réfugié, c'était la science-fiction, l'animisme. Je suis resté animiste. Freud dit que les enfants restent animistes jusqu'à 12 ans, mais qu'à 6-7 ans, ils commencent à le cacher parce qu'ils ont compris que c'était pas socialement accepté de croire que les objets, les animaux puissent avoir une âme. Voilà, on apprend qu'on peut pas croire au Père Noël, etc. Donc moi, j'ai continué à y croire de manière consciente bah, jusqu'à l'adolescence et après, même encore après. Euh, et donc j'ai pu arrêter l'alcool très tôt, à 27 ans. Et ça a été la clé parce que c'était à cause de l'alcool que je disais oui à toutes les autres démarches qui étaient pas saines dans ma vie. Ouais, Euh, tu as pu, Sylvain, mais tu as fait comment précisément? Il y a eu une prise de conscience, il y a eu à un moment donné quelque chose alors de déjà, je grave pense pour la que santé. c'est c'est là que le savoir expérientiel n'est plus un outil dans la communication de ce genre d'information, parce que pour moi, ça a été assez radical. Je pense que c'est mon foie qui fonctionnait plus. Alors, j'ai pas fait de délirium tremens, hein, ce qui est en général le dernier stade de l'alcoolisme. Mais par contre, ce que j'avais en commun avec les personnes qui sont arrivées à ce stade d'alcoolisme, c'est que alors que je pouvais très facilement, enfin, pas très facilement, mais je pouvais boire 1 à 2 litres d'alcool fort en 18 ou 20 heures, euh, bah là, je buvais une bière ou un fond de verre de vin et je me retrouvais déjà allongé par terre avec la vision qui est en rythme avec le cœur. Enfin, voilà. Donc ça, c'est aussi une des problématiques que font les personnes en fin d'alcoolisme, en fin de vie, quoi. C'est que ils n'arrivent plus à traiter l'alcool et ils sont ivres tout de suite. Donc voilà, ça pour moi, ça a été un peu
la sonnette d'alarme où je me suis dit, bah, finalement, j'ai plus de plaisir à boire. Je peux même plus boire, je peux même plus me saouler. Je suis déjà à la fin tout de suite, quoi. En une demi-heure, je suis déjà à la fin du parcours qui normalement me prend 2 fois 8 heures, quoi. Euh, donc ça va pas être un outil que je peux utiliser quand je vais essayer de soutenir une personne qui est sur son chemin d'abstinence. Ça marche pas de faire cold turkey, quoi, de faire du jour au lendemain. Moi, j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai programmé mon abstinence au 1er janvier 1999, enfin 98, 31 décembre, où j'ai décidé de prendre ma dernière cuite et que le 1er janvier 99 serait mon premier jour d'abstinence et j'ai pas rechuté. J'ai pas rechuté alors que une année après, j'étais en plein traumatisme pour des raisons familiales et que je travaillais dans un bar à servir de l'alcool à des gens qui fumaient alors que j'avais aussi arrêté le tabac parce que la mère de ma fille était enceinte. Voilà. Après, par contre, le tabac, j'ai rechuté. Les drogues, ça m'a pris un peu plus de temps, mais je dirais 4-5 ans après avoir arrêté l'alcool, déjà tout de suite quand j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté de prendre de la drogue tous les jours. Voilà. Et mais ça m'a pris quand même 3-4 ans à plus en prendre occasionnellement, je sais pas moi, à l'anniversaire, au jour de l'an, etc. Par contre, le tabac, ça a été beaucoup plus long. Le tabac, j'ai dû attendre, enfin, ça m'a pris beaucoup plus longtemps. Et ce qui m'a permis d'arrêter le tabac, c'est de commencer le sport. Et j'ai fait des arts martiaux pendant quelques années et je changeais constamment parce que ça me satisfaisait pas pleinement. Et puis, pour finir, j'ai fait de la boxe anglaise. Et je me suis passionné pour la boxe anglaise. Bon, ça faisait déjà très longtemps que les arts martiaux étaient un intérêt spécifique, mais théorique, seulement théorique. J'ai beaucoup étudié le bouddhisme zen, le taoïsme, le confucianisme, le tai chi, etc., mais de manière théorique. Puis là, je suis passé à la pratique. Et quand j'ai découvert les sports de contact, je suis tombé amoureux et je me suis passionné pour ça. J'ai lu toutes les biographies de boxeurs, j'ai regardé tous les documentaires, tous les matchs de Mike Tyson. Mais il y avait encore le tabac qui était un frein à mes performances. Et l'âge aussi, hein, j'étais déjà vieux, j'avais passé 40 ans. Euh, et j'ai dû choisir. J'ai dû choisir la boxe ou le tabac. Puis j'ai trouvé très stupide. Je me suis dit, ça serait stupide d'arrêter la boxe pour pouvoir continuer à fumer. Donc j'ai arrêté de fumer. Ça a été très dur. J'ai eu beaucoup de soutien de la part de mon coach de boxe. Euh, et cette fois, j'ai tenu le coup. Maintenant, ça fait 12 ans que je suis abstinent du tabac et que j'ai jamais rechuté. Euh, et puis voilà, je fais du sport de manière un peu moins intensive qu'il y a 10 ans, mais voilà, je suis quand même beaucoup plus en forme physiquement maintenant que quand j'avais 25 ans. J'aurais été incapable de courir 10 minutes. Maintenant, je peux courir 12 kilomètres en 1 heure. Voilà, je récupère moins vite parce que je peux pas mentir sur mon âge quand même. Mais je suis beaucoup plus physiquement beaucoup plus en forme maintenant que je l'étais il y a 20 ans, quoi. Oui, c'est Ou ça. même Ben, 30. voir évidemment ce que l'on peut faire en arrêtant les addictions, c'est évidemment aussi quelque part reprendre possession de ses propres moyens, avoir une estime de soi du coup aussi plus haute quand même, que de se soumettre évidemment à des produits artificielle. Je trouve intéressant évidemment d'en parler parce que c'est une réalité et que certainement ça parlera à pas mal de personnes. Je crois que quand on vit des difficultés parfois extrêmement fortes, qu'elles soient psychiques ou qu'elles soient liées, le cas échéant, à son fonctionnement neuronal comme pour le TSA, c'est une réalité à laquelle nombreux sont confrontés et puis on se dit mais est-ce que je peux en sortir et comment j'en sors? Donc je trouve que ton témoignage n'est évidemment pas forcément le témoignage d'autres personnes, mais en même temps il fait partie d'un témoignage parmi d'autres qui, à mon sens, a tout son intérêt dans le sens où précisément, ben, même si on a été quelque part très très loin dans l'addiction, il est possible d'en sortir, quoi. Tout à fait, et à n'importe quel âge. Par contre, je voudrais mettre une petite anecdote au niveau seulement du spectre TSA. Joseph Chovanec, qui est un peu l'autiste français le plus connu, qui fait beaucoup de télévision, beaucoup de conférences.
avec son accent que je reproduirai pas, avec son accent très particulier, beaucoup de conférences, il a dit ah mais de toute façon les personnes TSA ne fument pas, les personnes TSA ne prennent pas de l'alcool et ne se droguent pas. Et moi j'ai eu l'occasion de pouvoir lui parler directement plusieurs fois et je l'ai repris là-dessus en lui disant mais elles sont où tes statistiques? Parce que moi, mon expérience et l'expérience de mon environnement et des gens avec qui je travaille, elle n'est pas la même. Et avec son style habituel, il a dit, ah, c'est pas grave que je me trompe, j'ai le droit de me tromper, mais si j'ai envie de dire ça, je dis ça. J'étais là, Mhm. oui, mais il y a beaucoup de gens qui t'écoutent, hein, tu sais. Voilà. Donc, j'ai conscience que dans le spectre autistique, il y a une grande partie du spectre qui ne doit pas du tout se retrouver dans mon témoignage, qui ne doit même pas comprendre comment j'ai pu vivre ça, parce que pour eux, ça fait pas du tout partie de leur possibilité d'avoir accès d'avoir envie tout simplement de consommer de l'alcool ou du cannabis ou de la drogue ou quoi que ce soit. Donc voilà, de nouveau, on a cette expression du spectre autistique qui est très très large, où vraiment il n'y a pas une expérience qui est comme une autre. Oui, c'est ça. Mais Euh, je trouve ça voilà. justement intéressant de voir précisément cette diversité, de pas se dire, tiens, moi, c'est pas exactement comme ça, donc en fait, ça ne me concerne pas, mais de se dire si peut-être pose-toi quand même les bonnes questions. On parlera évidemment, Sylvain, la prochaine fois, si tu veux bien, de la question du Avec diagnostic. plaisir. Tardif pour le coup, toi comme pour moi, avec évidemment ce que ça implique en termes de rétrospective, comment on relie le cas échéant son passé et comment précisément aussi on met du coup en place des façons de penser et de vivre complètement différentes pour précisément éviter de continuer à souffrir comme on a pu souffrir, parce que je pense quand même que c'est l'élément clé. En tout cas, pour moi, tu me diras ce que tu en penses, mais l'élément clé quand on ne se connaît pas, c'est qu'on ne parvient pas à mettre des limites et on ne sait pas pourquoi finalement on ne parvient pas à faire comme tout le monde. Et ça génère du coup une extrême angoisse et évidemment une souffrance qui est une souffrance pour le coup qui est là comme une lame de fond, un peu en permanence et qui pour le coup pollue évidemment le quotidien et empêche de s'adonner un maximum de s'adonner au quotidien et de prendre plaisir aussi, du coup, à la rencontre, à la sortie, enfin, des petits plaisirs de la vie qui sont parfois extrêmement compliqués. Effectivement, je te remercie pour cette invitation. C'est avec plaisir que je communiquerai sur le diagnostic et comment ça m'est arrivé, quel impact ça a eu, et aussi à quoi ça sert. À quoi ça sert le diagnostic? Tu me donnes un bon segue. Finalement, c'est une étiquette sur une bouteille. Moi, j'ai tellement, voire quasiment tous mes bénéficiaires et clients, quand on leur demande leur parcours psychiatrique, bah, à chaque fois qu'ils ont changé de cabinet, ils ont eu un nouveau diagnostic, des fois qui contredit ou qui annule le diagnostic d'avant, ou le professionnel dit non, non, le professionnel d'avant s'est trompé. Souvent, bah, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas eu de diagnostic de TSA, donc bipolaire, borderline, schizophrène, dépressif. Voilà, on essayait de mettre des étiquettes. Moi, à l'époque, j'avais eu un trouble envahissant du développement. Voilà. Donc, ça va être très intéressant de pouvoir communiquer sur bah, à quoi ça sert le diagnostic, pas seulement qu'est-ce que c'est et pourquoi on l'a, et aussi qu'est-ce qu'on fait après. Absolument. À Neuchâtel, donc pour ceux qui ne connaissent pas la géographie de la Suisse, c'est dans la Suisse romande, hein, dans la partie de la Suisse qui parle français. Il y a un nouveau cabinet, enfin, bon, le cabinet n'est pas nouveau, mais il y a un cabinet qui a beaucoup de succès ces dernières années parce qu'ils font des diagnostics de TSA et que le spectre du diagnostic s'est élargi et qu'il y a de plus en plus de gens qui font la demande est-ce que je suis TSA ou pas. L'année dernière, ils ont fait plus de 200 diagnostics de TSA. Ils n'ont pas un professionnel dans le cabinet qui en comporte 5, ils n'ont pas un professionnel qui fasse un suivi post-diagnostic. On y Donc reviendra parce chaque qu'effectivement, année, c'est un problème. Ouais. voilà, il lâche 200 personnes dans la nature qui ont un diagnostic, mais voilà, merci, au revoir. Alors que si on leur avait fait un diagnostic de dépression,
de troubles bipolaires, il y aurait forcément un suivi au diagnostic, une médication, une obligation. Hein. On se retrouve au moins 2 fois par mois. Hein, voilà. Et là, Voilà. non. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, au-delà de finalement, nous, on est la même personne avant et après, mais ça va inclure beaucoup de changements qui vont être importants. Tout à fait, d'où de fait l'intérêt de poursuivre cet échange. Mais j'ai envie, en fait, Sylvain, avant qu'on se laisse, j'ai envie de dire, j'ai envie de te poser une dernière question qui me paraît quand même importante parce qu'on parlera de fait du diagnostic, l'intérêt, le cas échéant, de l'avoir tardivement, mais je souhaiterais, avant qu'on ne se quitte, de, de savoir finalement quelque chose d'essentiel avant de savoir qui j'étais quelque part, d'avoir cette clé qui t'a manqué. Pour le coup, tu as le sentiment d'être passé à côté de ta vie, d'avoir vécu ta vie différemment des autres et de finalement peut-être commencer ta vie sur le tard en sachant enfin qui tu es. Et je pense évidemment sur le plan relationnel en particulier, puisque c'est un des éléments extrêmement complexes, c'est les relations sociales. Et parfois, malheureusement, avoir une vie sociale, une vie familiale, une vie amoureuse, c'est parfois extrêmement complexe. Alors oui, en théorie, je pourrais regretter et réévaluer toute ma vie à l'âge de mon diagnostic. Mais moi, j'ai une philosophie qui est plutôt dans le mektoub, c'est-à-dire de croire que finalement, quoi que je fasse, je vais me retrouver là où j'étais destiné à me retrouver. Et d'autant plus que je suis très heureux, même si ma vie, évidemment, n'est pas parfaite, et, même à l'âge de mes propres ambitions. Euh, mais je suis très heureux de la situation dans laquelle je suis actuellement, que ce soit avec la famille que j'ai construite, les relations que j'ai construites, le cadre professionnel, mon environnement social, mon environnement culturel. Et du coup, si je regrettais, comme dans les films de science-fiction, et que j'avais l'occasion de revenir en arrière et de tout refaire, comme dans les films de science-fiction, au moment où on me redonnerait le choix, je dirais non, non, je veux revenir à la vie que j'avais. Parce que même si ça a été un parcours du combattant et qu'il y en a beaucoup qui sont morts autour de moi, hein, donc c'est une vraie guerre, moi j'ai survécu et la place où j'en suis maintenant, je l'échangerai pas contre une autre place où j'aurais eu mon diagnostic à 5 ans ou à 10 ans ou à 15 ans. J'aurais probablement moins souffert, mais peut-être que du coup, j'aurais pas été dans la situation de pouvoir aider les gens qui demandent mes services de manière aussi efficace. Je sais pas, hein, c'est totalement abstrait ce que je dis. Mais voilà. Donc pour répondre à ta question, euh, en théorie, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui aurait pu être différent. Mais avant d'avoir mon diagnostic de TSA, j'avais déjà commencé 10 ans, 15 ans de thérapie sur les addictions. J'avais déjà commencé à faire des formations sur qu'est-ce que c'est l'addiction. J'avais déjà fait des thérapies de groupe, alors que je trouvais que ça n'avait pas de sens, mais que finalement ça avait du sens. J'avais déjà fait un peu des parcours qui m'ont permis de gérer les souffrances qui étaient en lien avec ces incompréhensions. Voilà. Donc le diagnostic, ça a été une étape très importante. Euh, Primordial, puisque j'en ai fait un intérêt spécifique et une activité professionnelle. Mais voilà, c'est arrivé au moment où ça devait arriver. Et voilà, je n'ai D'accord. aucun regret là-dessus. Voilà. Très bien. Merci en tout cas, Sylvain, pour cet Avec échange. plaisir, Pascal. Ce sera le mot de la fin et on reprend rendez-vous alors pour la suite. À bientôt. Très bien, à bientôt. Excellente journée. Merci pour avoir suivi cet entretien.